Rabotai, on va faire Parashat Vaishlach. J'aimerais commencer par une question. Lorsque Rivka a envoyé Yaakov, son fils, chez Lavan, alors elle l'a envoyé pour qu'il travaille combien de temps chez Lavan pour pouvoir se marier. D'abord, elle n'a pas envoyé pour qu'il travaille. Elle a envoyé pour qu'il se marie chez son frère Lavan. Mais pour combien de temps est-ce que Rivka a envoyé Yaakov? Nous, on sait que Yaakov a fait un petit détour, 14 ans chez Shem Ve'ever, et ensuite, il est parti dans la maison de Lavan. Si on remarque bien, alors, Rivka, elle a dit comme ça, Vayugad. Rivka, elle a dit qu'elle voulait que son fils, il aille Keyamim Achadim. Keyamim Achadim, c'est quelques jours qu'il aille chez Lavan. Yamim, bien sûr, c'est traduit par Shanim. En tout cas, Yamim, ce sont des années. Et voici que Yaakov, lui, il s'avance. Et après les 14 ans, donc il va chez Lavan. Et là, c'est lui-même qui devance Lavan et qui lui dit, voilà, je rencontre ta fille Rachel et je suis prêt à travailler pour elle pendant 7 ans. Vayavod Yaakov berachel sheva shanim. Vayu be'enav keyamim achadim be'ahavato ota. Rashi nous dit que il a rempli les jours chez Amrali imi. Ce sont les jours que ma mère m'a demandé de faire. Maleu yamai. Donc il s'agissait bien sûr de 7 ans. Yaakov avait compris de Rivka, sa maman, quand elle lui a demandé d'aller Yamim Achadim, il s'agissait de 7 ans. Et pourquoi Behemet, alors il devait rester là-bas 7 ans? Alors il y a une belle Gemara ici chez nous, Baba Kama Kuf Yud Zain, où la Gemara, je vais vous la résumer. Il y a un juif qui est venu être Moser. Il a voulu dénoncer un autre juif à la royauté. Et il l'a dit à Rav. Et Rav, il lui dit, interdit, je te demande de ne pas le dénoncer. Et lui, il a dit, je dénoncerai. Rav Kahana, qui se trouvait là-bas, il l'a attrapé et il lui a brisé le poignet. Sur cela, alors, la Gemara a dit que Rav Kahana, il a bien fait. Il s'agissait d'un Moser. Et la punition d'un Moser, c'est que on doit le faire descendre dans un puits. Et si finalement il est à l'intérieur de ce puits, on le laisse là-bas mourir, on ne lui donne pas à manger. Ça, c'est la punition d'un Moser. Et donc, Rav appelle Rav Kahana et il lui dit, malheureusement, je vais te demander d'aller maintenant étudier la Torah à Yerushalayim chez Rabbi Yochanan. Et tu vas rester là-bas pendant 7 ans. Et lorsque tu seras au shiur de Rabbi Yochanan, tu n'auras pas le droit ni de poser des questions, ni de répondre à ces questions. Tu dois t'asseoir pendant 7 ans et ne rien dire. Et donc, pour Rav Kahana, c'est une souffrance terrible que d'arriver au Beth HaMidrash et de ne pas pouvoir parler. Et pourquoi, Behemet, tu devras rester 7 ans là-bas? Justement, sous forme de kapara. C'est une forme de kapara que Rav a infligé quelque part à Rav Kahana par rapport à son niveau. Lui, bien sûr, a bien fait de casser le poignet de l'autre pour justement venger auprès d'Hachem un Moser, mais dans tous les cas, à son niveau, ce n'était pas bien de le faire et il risquait d'être dénoncé. Alors, c'est la raison pour laquelle il envoie Yerushalayim et justement, il lui demande de ne pas parler. Et le simple fait de ne pas parler, c'est quelque part une souffrance pour lui. De même, ici aussi, Yaakov Avinu, alors il devait passer 7 ans chez qui? Chez Lavan. Mais avant de passer les 7 ans, comme on a dit, il a passé 14 ans. Donc si finalement c'est un inyan de Zman, pour que ça soit considéré comme une kapara, il a déjà passé 14 ans chez Shem Ve'ever, qui lui permettait d'arriver chez Lavan et directement se marier avec Rachel. Mais voici que Lavan, lui, il a joué son tour et il lui a donné d'abord Léa. Et pourquoi est-ce qu'il a dû travailler 7 ans chez Lavan?
Parce que toute la kapara, il n'aurait pu l'obtenir qu'en travaillant chez qui? Chez Lavan, celui qui va être le ramaï, celui qui va le rendre fou pendant 7 ans. Donc c'est uniquement de la sorte que ça sera considéré comme une kapara. Les 14 ans qu'il a passé chez Shem Ve'ever, c'était de son propre gré, c'était un kiff pour lui. Mais d'aller chez Lavan, c'était uniquement de la sorte qu'il aurait pu obtenir cette kapara. Lorsque on voit dans la paracha de cette semaine, donc on voit des choses inimaginables. Où Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. Qu'est-ce qui s'est passé après 36 ans? Pourquoi 36 ans? 14 ans on a dit chez Shem Ve'ever, après il est resté chez Lavan pendant 20 ans. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, on lui a donné Léa. Il a travaillé encore 7 ans pour Rachel, et entre parenthèses, personne n'aurait fait ce que Yaakov il a fait. Lorsqu'il a travaillé 7 ans et qu'on lui a donné Léa à la place de Rachel, il s'est retourné vers Lavan, la Marimitani. Et Lavan il lui dit, moi j'ai été Méramé Otra, tu crois qu'on est ici à Hebron? On est ici chez moi. Et chez moi, il faut que tu joues à mon jeu. Et c'est marqué dans le texte que Lavan, il a offert un michté. Il a offert un michté avant le mariage. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il a convoqué les gens de la ville et il leur a dit, venez, mais vous allez tous emmener un gage, justement pour que je puisse vous dire le secret. Chacun est venu, chacun il a emmené son manteau de fourrure, etc. Il a posé en gage. Et voici que Lavan, il leur a dévoilé quel était le secret. C'est que on va jouer un jeu à Yaakov. Au lieu de lui donner Rachel, on va lui donner Léa. Et ensuite, on va le faire travailler encore 7 ans pour lui donner Rachel. Tout le monde a applaudi Lavan. Entre-temps, Lavan a pris tous les gages et parti les vendre au marché. Eux sont revenus le lendemain pour le vrai mariage. Ils ont voulu reprendre leurs gages. Et Lavan, il leur dit, mais c'est pour vous que j'ai organisé ce mariage. Donc j'ai pris vos gages, je les ai vendus, et grâce à cela, j'ai pu organiser le mariage. Donc on est dans le terrain de Lavan ici. Et Lavan, il lui dit, mais tu crois que on va te donner la petite avant la grande? Et donc c'est la raison pour laquelle il lui a donné Léa. Yaakov Avinu, il lui dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les Sheva Brachot avec Léa, et ensuite on lui a donné Rachel. Mais pour que Rachel soit ta femme, tu travailles comme tu l'as fait pour Léa, encore 7 ans. Et à partir de là, Yaakov, il aurait pu prendre Lavan et le jeter, et voilà. Mais Yaakov, c'est Yaakov, et il travaille encore 7 ans, et il travaille avec Nehemanut. Comme c'est marqué dans le texte, qu'il a travaillé les deuxièmes 7 années, comme il l'a fait pour les premières. Et donc, à partir de là, il aurait pu partir. Mais on voit que, dans le texte, on voit que Yaakov, il est arrivé à gagner un petit peu du terrain sur Lavan, son oncle. On sait que Lavan, lui, il avait les téraphim. Téraphim, c'est pas quelque chose de banal. Il prenait un Bechor ben Bechor, le squelette, il le prenait et il le faisait parler. Il avait une sorcellerie incroyable. Et quand on lit ça dans le Midrash, ça fait vraiment peur. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, pendant toutes ces années où Yaakov se trouvait chez Lavan, Aré Esav, il aurait pu venir le tuer. Pourquoi il a attendu que Yaakov quitte la maison de Lavan pour aller le rejoindre? Alors Esav, il avait peur de qui? De Lavan. Il avait peur des téraphim de Lavan et de tout ce que Lavan aurait pu faire. Quand Yaakov a terminé ses 14 ans, il a vu que Lavan, alors quand Yaakov se trouvait là, il enlevait les téraphim. Yaakov, il a vu ça, il a dit, alors je vais rester encore quelques années pour essayer de m'occuper de lui, pour essayer de le rapprocher. Yaakov est resté pendant 6 ans, et pendant ces 6 ans, c'était le cauchemar. Il n'a fait que lui changer sa mascorette de 1001 façons, sans entrer dans les détails, jusqu'au moment où Hachem a eu pitié de Yaakov. Il est venu le voir, il lui a dit, ça y est, tu dois partir. Yaakov, après, a passé 2 ans dans le chemin, et c'est là qu'enfin, il va rencontrer Esav après 36 ans.
Ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est que après 36 ans, Yaakov, lui, il aurait pu aller dans une autre direction pour aller directement en Eretz Kenaan. Yaakov décide d'aller rencontrer Esav. Et juste à ce moment-là, Esav décide de rencontrer Yaakov. Et Esav vient avec 400 hommes armés. Et c'est pas Stam 400 hommes, c'est des généraux qui géraient chacun d'entre eux 400 hommes eux-mêmes. Donc 400 fois 400, il y avait 1600 personnes qui étaient venues armées jusqu'aux dents pour se battre contre Yaakov. C'est pas ça ce qui fait peur à Yaakov. Yaakov, lui, se prépare sur 3 plans. Il se prépare justement pour faire la guerre. Comment il se prépare pour faire la guerre? Il sépare son camp en 2, en tout cas c'est ce qu'il dit. Mais en fin de compte, quand on voit comment est-ce qu'il a affronté Esav, il n'a pas séparé son camp en 2. Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien l'entendre, mais dans tous les cas, dans le texte, on ne voit pas. Il dit qu'il va le faire, mais il ne l'a pas fait en fin de compte, en tout cas dans ce qui est marqué. Ensuite, il a préparé aussi, bien sûr, des cadeaux. Combien de cadeaux est-ce que Yaakov a amené à Esav? Si vous faites le compte, c'est marqué clairement dans le texte, il a emmené 550 bêtes, 550 animaux différents qui sont gérés bien sûr par des bergers avec des chiens. Donc imaginez le cadeau qui arrive devant Esav. Et bien sûr, Yaakov se prépare par la tfila. Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Pas besoin de faire une fila qui est interminable, même une petite fila qui est sincère, déjà, c'est déjà énorme. Entre parenthèses, j'ai entendu une belle histoire cette semaine. Il y a un Rav à Bnei Brak qui s'appelle Rav Zaïd. Il a raconté qu'à Bnei Brak, il y a un homme très mechoubat qui est niftar. Il est arrivé à un certain âge et il a Blainara, des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, et tout le monde était présent, bien sûr. C'était un vendredi, ils ont fait beaucoup de espédim et ils ont fait l'espédim chez lui à Bnei Brak et ensuite ils ont emmené le corps à Rishon LeZion où ils devaient l'enterrer. Une des filles de cet homme, elle est rentrée dans la voiture avec son mari et ils ont mis le GPS, le Waze, pour aller à Rishon LeZion. Ils se sont trompés, ils n'ont pas vérifié, ils ont mis Choulon au lieu de marquer Rishon LeZion. Et ils arrivent à Choulon, ils arrivent au cimetière, ils sortent et ils voient, il n'y a personne, pas un chat. On est vendredi, il faut se presser et tout. On doit l'enterrer et vite rentrer à la maison pour passer le Shabbat des Shiva. Et donc, ils arrivent, ils voient personne, ils comprennent même pas, ils téléphonent et ils réalisent qu'ils sont à Choulon et non pas à Rishon LeZion. Alors vite, attendez-nous s'il vous plaît, attendez-nous, on va pas rater l'enterrement. Et ils reviennent dans la voiture, ils remettent le GPS, et voici que le GPS, il mouline, ils n'arrivent pas à trouver leur route. Ils attrapent un juif, s'il te plaît, explique-nous comment on fait pour aller à Rishon LeZion. Alors il commence à leur expliquer, mais il leur dit, mais écoutez, même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre, arriver à Rishon LeZion, c'est compliqué d'aller au cimetière et tout ça. Et donc, eux, ils s'arrêtent, ils réessayent le GPS, ils réessayent une dizaine de fois, ça marche pas, ils reçoivent les coups de fil de la famille, vite, on va l'enterrer. Et à partir de là, ils savent plus quoi faire, ils descendent de la voiture et ils voient un autre juif au loin. Ils courent vers lui, s'il vous plaît, aidez-nous, on doit aller à Rishon LeZion, on doit aller enterrer notre père et tout. Et lui, il réfléchit et il leur dit, écoutez, moi, j'habite ici à Choulon, et je suis chef d'entreprise, voici mon entreprise, il y a un immeuble énorme qui est devant eux, et il leur dit, écoutez, j'ai une femme chez moi qui travaille et qui habite à Rishon LeZion. Je vais rentrer, je vais lui demander d'arrêter de travailler, il était midi, elle peut arrêter à midi, elle rentre avec vous et en même temps elle vous montre la route. Alors eux ils ont vu ça, ils étaient tellement soulagés, tellement heureux, ils l'ont remercié. Lui, il rentre. Quelques minutes après, il y a cette femme qui descend avec ses affaires. Elle rentre dans la voiture. À peine elle rentre dans la voiture, elle se met à sangloter, à pleurer et tout ça. Et eux, ils lui disent, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui allons enterrer notre père. Non, je vais vous raconter. Avancez, parce qu'on n'a pas le temps. Je vous montrerai le chemin, il n'y a pas de problème. Et dans la voiture, elle leur raconte
que elle habite donc à Rishon LeZion, et tous les jours, elle vient travailler à Choulon. Le jeudi, systématiquement, le jeudi soir, elle prépare son Shabbat parce qu'elle sait que le vendredi matin, 7h du matin, elle prend le bus pour aller à Rishon LeZion. Elle n'aura pas le temps parce que son patron, c'est un fou du travail. Il la libère 1 heure avant Shabbat et directement elle rentre chez elle, à peine pour faire la Dlakat Nerot. Et elle dit que ce vendredi en question, elle se réveille, elle était en pleurs. Pourquoi ? Elle n'a pas eu la force de faire le Shabbat jeudi soir. Elle a laissé la maison à l'envers. Elle a commencé à faire le premier plat. Elle n'a même pas terminé le premier plat, sans parler des salades, sans parler du poisson, etc. Bekitsour. Et donc, elle était vraiment mal. Elle sort de chez elle à contre-cœur à 7h du matin. Elle embrasse la mezouza et elle dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, sois merachem alay. Toutes les semaines, je prépare le Shabbat pour toi. Cette semaine aussi, je voulais. Mais je n'ai pas réussi. Et donc, elle va au travail comme ça. Une fois qu'elle est au travail, elle se dit, mais j'ai laissé ma maison à l'envers. Mon mari et mes enfants, mais quel Shabbat on va passer? Ils n'auront même pas de plat de... Mais qu'il soit, elle était vraiment à l'envers. Et voici qu'à midi, son patron, elle a dit comme ça, elle a dit, s'il y avait une personne que jamais j'aurais imaginé qui serait venue me libérer, c'est surtout mon patron qui adore le travail, qui vient la voir et qui lui dit, voilà, tu peux rentrer chez toi à Rishon LeZion. Et elle rentre dans la voiture et elle commence à réaliser le nes que Akadosh Baruch Hu il a fait pour une personne qui a ouvert la bouche un vendredi matin en touchant la mezouza. S'il te plaît Hachem, sois merachem pour que je puisse faire ton Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ces gens-là, au lieu d'aller à Rishon LeZion, ils sont partis à Choulon. Ils se sont trompés. Après, le GPS qui ne marche plus et qui n'arrive plus à les envoyer, jusqu'à ce qu'ils trouvent la première personne qui ne savait pas leur expliquer. Ils trouvent la deuxième qui est le patron et qui, lui, jamais il aurait fait ça. Il l'a fait cette fois-ci. Il rentre, il libère la femme. Tout ça pour que madame, elle puisse rentrer chez elle et préparer son Shabbat. Rabotai, Hatzilenina miyad achi miyad esav. Ça vaut la peine. On a une bouche. La tfila, c'est le plus grand cadeau. Lorsqu'on parle de faire Arvit à 20h15, Beminyan, c'est ça Arvit, Beminyan. C'est arriver, le faire Bekavana, le faire comme il se doit. Et donc, ce qui se passe, c'est que Yaakov Avinu, il arrive devant Esav. On va passer parce qu'il est déjà tard. Il arrive devant Esav. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il décide de séparer son camp pour se présenter devant Monsieur Esav. Mais là, on voit quelque chose de très très bizarre. Esav vient avec 1600 personnes armées jusqu'aux dents. Et voici que Esav, il vient et il y a une histoire d'amour entre eux. Il l'embrasse. Il n'y a pas de sang, pas de guerre, pas de shum davar. Et la Torah nous raconte que Esav, kan hodalo ala brachot. C'est là que, lorsque Yaakov Avinu a voulu lui donner tous les cadeaux, Esav, il lui a dit non, pas besoin, mais je voulais te dire que tout ce que Hachem il t'a donné, que ça soit pour toi. Et de là, Rashi, il en déduit que Esav, finalement, il a accepté que les brachot, elles reviennent à Yaakov. Et donc, on ne comprend rien du tout. Rashi nous raconte que finalement, la vraie guerre, pourquoi est-ce qu'il est marqué ici Vayira Yaakov Vayetzerlo? Yaakov Avinu, il a eu peur et Vayetzerlo, il était très très oppressé. Et donc on se pose la question, mais de quoi tu as eu peur Yaakov? C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il va te préserver, il va te garder. Et tu as reçu la bracha directement d'Hachem. Et de quoi tu as peur maintenant? De tuer. Rashi dit, il a eu peur, Yaakov, de tuer qui? De tuer Esav. Mais de quoi tu as peur de tuer Esav? Arrête, c'est marqué, Haba leorgecha, Hashkem leorgo. Hashkem veut dire, tu vas te lever honnête, tu vas te lever tôt le matin pour aller le tuer. Et donc ici, de quoi tu as peur? Et donc, Yaakov Avinu, de quoi il avait peur? Il n'avait pas peur de Esav. Il savait très bien que Esav était représenté par un ange qui, lui, était les forces du mal. Ces forces du mal vont quelque part nous accuser, à nous les Béné Israël, au travers de toute notre histoire.
Et donc Yaakov Avinu, il se disait, mais est-ce que je serai à la hauteur de pouvoir me battre déjà contre un ange? Et donc Yaakov Avinu, il a eu peur d'aller se battre contre l'ange de Esav et de ne pas pouvoir gagner la guerre, bien qu'il avait reçu la bracha d'Hachem. Mais il s'est dit, est-ce que je serai à la hauteur de vaincre un ange? Et en fin de compte, il a gagné la guerre. Mais pendant qu'il a gagné la guerre, puisqu'il s'est battu avec l'ange de Esav pendant toute la nuit, Rashi nous ramène un midrash magnifique, où, pendant que Yaakov se battait contre l'ange de Esav, voici que il y a des malachim, des clans, des groupes de malachim qui venaient les uns après les autres pendant toute la nuit pour donner des coups à Esav. Et des malachim, ils savent donner les coups. Et c'est pas juste qu'ils savent donner les coups, c'est qu'on ne les voit pas, ces malachim. Et les malachim frappaient Esav pendant toute la nuit. Et Esav, il leur disait, mais arrêtez, je suis le petit-fils de Abraham. Et les malachim, ils disaient, Hakou, frappez. Jusqu'à ce que Esav, il a dit, je suis le frère de Yaakov. C'est là que les malachim, ils se calmaient. Mais une fois que le premier groupe s'est calmé, ils sont partis, le deuxième groupe arrivait. Pendant toute la nuit, alors, Esav, il recevait des coups. Jusqu'au petit matin, où enfin, Yaakov, il a gagné la guerre contre l'ange de Esav. Et lorsque Yaakov a rencontré Esav, la guerre était déjà gagnée. Esav, il lui a dit, Milecha kol hamachane hazeh. C'est qui tout ce camp-là qui est venu pendant toute la nuit? Qui c'est que tu m'as envoyé? Et Yaakov, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, Limtsochen be'enecha, pour trouver grâce à tes yeux. Quelque part, c'était justement la récompense que Yaakov Avinu il a eue parce qu'il s'est battu avec l'ange de Esav. Mais dans tous les cas, on voit que lorsqu'il s'est confronté à Esav, on voit que Yaakov Avinu, il a placé d'abord les servantes avec les enfants, ensuite Léa avec les enfants, et ensuite il a mis Rachel avec Yosef. Pourquoi est-ce qu'il a mis Yosef en dernier? Rachid de dire Aharon, Haviv. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Aharon, Haviv. Tu mets Yosef en dernier parce que c'est ton fils le plus cher. On va passer devant Hitler, Imarchemo. Qu'est-ce qu'on va faire? Un père de famille normal, il va dire, tu sais quoi? Je vais dispatcher mes enfants devant Hitler. Alors tu sais quoi? Toi, je t'aime le plus, mets-toi en arrière. Toi, je t'aime un peu moins, mets-toi au milieu. Toi, je t'aime le moins, mets-toi en avant. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dispatche les enfants selon l'ordre de celui qui est chaviv, celui qui est cher à ses yeux. C'est pas possible de dire une telle chose. Personne n'aurait fait ça, et encore moins Yaakov Avinu. Mais Yaakov, lui, il savait que pour pouvoir passer devant Esav, devant les forces du mal, alors il nous faut des srouyot, il nous faut des mérites. On ne peut pas gagner la guerre comme ça gratuitement. Et donc Yaakov, il réfléchit et il dit, parmi tous mes enfants, qui sont ceux qui ont le plus de mérite? Et donc, il dit, c'est forcément les enfants des servantes. Pourquoi? Parce que les enfants des servantes, ils étaient tellement dénigrés par tout le monde. Ils étaient mis à l'écart. Personne ne voulait jouer avec eux. Donc, quelque part, ils ont souffert toute leur vie. Ah, vous avez souffert, vous avez plus de mérite dans le ciel, on va vous mettre en avant. On ne pourra pas vous toucher. Toi, Yosef, tu as toujours été le gâté de la famille, tu as toujours été le fils de son père, mets-toi en arrière, tu as le moins de srouyot. Quelque part, on avait été une fois chez Rav Shach Zatzal, et quelqu'un lui a dit, Kodarav, je reçois des souffrances terribles. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez me faire une bracha? Alors il lui dit, regarde, je te fais une bracha. Que Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il t'enlève toutes les souffrances et que tu ne souffres plus de ta vie. Mais j'aimerais au moins te dévoiler un secret, c'est que toutes ces souffrances que tu as eues jusque-là, ne les vends pas pour toute l'or du monde. Parce que tu ne sais pas dans le ciel combien ces souffrances, elles vont te protéger, combien elles te permettent de grandir, combien elles vont t'accompagner dans l'endroit le plus haut où tu pourrais atteindre. Donc quelque part, on n'est pas là pour souffrir, chas v'shalom.
Mais si déjà on a souffert, ou on a eu des souffrances, ou on a eu des épreuves, il faut savoir que toutes ces choses-là sont là justement pour nous nettoyer.